Ouais, donc si vous pouviez nous donner une définition des BCI. Donc en fait, les BCI, qui veut dire Brain Computer Interface en anglais, donc c'est des systèmes de communication qui vont permettre à leurs utilisateurs d'envoyer des commandes à un ordinateur utilisant uniquement leur activité cérébrale. Donc typiquement, on va mettre des capteurs sur la tête de cette personne pour mesurer son activité cérébrale et l'interpréter en temps réel pour traduire des tâches mentales de l'utilisateur, des états mentaux de l'utilisateur en commande pour l'application. Okay. Donc, quels sont les différents travaux que l'on peut mettre en place avec les BCI? Il y a pas mal d'applications possibles. Historiquement, ça a été créé principalement dans le domaine médical pour venir en aide aux personnes paralysées qui n'avaient pas d'autres moyens de communiquer avec le monde extérieur. Donc, il y a des BCI qui ont été mis en place et qui ont été conçus pour leur permettre notamment de communiquer. Donc, par exemple, pour sélectionner des lettres, une par une, pour former des mots puis des phrases et communiquer comme ça avec le monde extérieur malgré une paralysie potentiellement complète. Après, il y a eu d'autres applications médicales qui sont développées, plus que pour la communication, mais aussi pour, par exemple, le contrôle de prothèses ou de fauteuils roulants, des choses comme ça. Sachant que pour l'instant, ça reste essentiellement des prototypes dans les laboratoires, il y a très peu de BCI qui sont utilisés vraiment dans les hôpitaux, mais pas de manière routinière, plus pour des tests. Et voilà. Et après, maintenant, de plus en plus, il y a des applications dans les domaines non médicaux, par exemple pour des jeux vidéo, pour contrôler des jeux vidéo, de la réalité virtuelle, pour contrôler des applications, encore un contrôle supplémentaire aussi dans le domaine militaire, par exemple. Et plus récemment, il y a des BCI qu'on appelle passifs, qui ont vu le jour, c'est-à-dire que là, on va mesurer l'activité cérébrale de la personne, puis pour qu'elle envoie des commandes volontairement à l'application. On va regarder passivement l'état mental de cette personne, par exemple mesurer son niveau de stress, son niveau de charge mentale, son niveau d'attention, pour adapter l'application en fonction. Donc là, l'utilisateur n'a plus rien à faire de manière volontaire, c'est l'application qui regarde ce qui se passe et qui peut s'adapter en fonction. Donc par exemple, il y a des applications qui ont vu le jour pour essayer de détecter dans les signaux cérébraux qu'une personne va faire un freinage d'urgence dans la voiture, par exemple. Parce qu'on peut détecter l'intention de mouvement dans les signaux cérébraux. Et du coup, quand on détecte cette intention de freinage d'urgence, on peut faire freiner la voiture avant, parce que le cerveau, c'est avant que la jambe qui va le faire, et donc du coup gagner quelques mètres de freinage, par exemple. Ou alors il y a... Oui, ou alors il y a d'autres applications, on va regarder le niveau d'attention d'une personne, par exemple, on peut imaginer ça pour les pilotes ou pour les personnes qui regardent les bagages dans les aéroports, en fait. Au bout d'un moment, s'ils sont plus attentifs, ils vont plus voir ce qu'ils regardent, en fait, ils vont potentiellement rater des menaces terroristes, des choses comme ça, et donc en détectant leur niveau d'attention, puis là maintenant, il faut que tu fasses une pause, parce que sinon, ça ne sert plus à rien ce que tu fais, donc, par exemple. Quoi. Et donc, vous, plus précisément, vous êtes basé sur dans quel domaine? Enfin, vous avez fait des applications, vraiment, si vous pouvez nous en donner des exemples d'applications que vous avez mises en place. Alors, moi j'ai commencé mes travaux sur les BCI pour les utiliser dans le domaine de la réalité virtuelle. Donc réalité virtuelle et jeux vidéo pour contrôler les applications de réalité virtuelle grâce à l'activité cérébrale uniquement. Donc par exemple dans ma thèse on a mis en place avec les collègues 2-3 petits jeux vidéo très simples en 3D pour par exemple faire bouger une balle vers la gauche ou vers la droite pour marquer des buts à gauche ou à droite en imaginant des mouvements de la main gauche ou de la main droite qui sont reconnus par les BCI. On a mis en place aussi une application pour naviguer dans un musée virtuel uniquement grâce à l'activité cérébrale. Donc en imaginant des mouvements de la main gauche, de la main droite ou des pieds, pouvoir se déplacer dans un musée virtuel, par exemple en tournant à gauche, à droite, en avançant tout droit, ou alors en sélectionnant des points dans le musée et en allant automatiquement dans ce environnement virtuel. Après ça, en termes d'application, oui, plus récemment on a fait une petite application avec des jeux vidéo 2 joueurs, avec toujours des BCI et l'imagerie motrice, donc imagination de mouvement des mains, où 2 personnes devaient pareil, bouger une balle vers la gauche ou vers la droite, soit de manière collaborative, soit compétitive. Donc c'est-à-dire qu'elles devaient toutes les deux imaginer le même mouvement de la main en même temps pour pousser la balle vers le bon but. Ou alors elles devaient imaginer le plus fort possible pour l'emmener dans des buts opposés, et donc se battre l'un contre l'autre, des choses comme ça. Après, c'est pas encore ça reste des prototypes qui sont utilisés dans les laboratoires, et beaucoup des choses que je fais, c'est plutôt la recherche fondamentale sur, par exemple, comment analyser le signal, comment extraire et analyser les signaux cérébraux qu'on mesure pour reconnaître l'état mental de l'utilisateur. Là récemment on s'est intéressé par exemple à comment analyser les signaux EEG pour détecter que la personne est dans un état de stress par exemple. Voilà, là on s'intéresse pas mal à
comment les personnes apprennent à contrôler leur activité cérébrale pour utiliser la BCI en fait, parce qu'il faut savoir que c'est quelque chose qui s'apprend. Par exemple, on utilise l'imagination de mouvement des mains, donc imagine un mouvement de la main gauche ou de la main droite, ce qu'on peut reconnaître dans les signaux EEG. Mais il faut que la personne s'entraîne et pratique, parce qu'au début, elle n'est pas forcément bien y arriver, c'est comme apprendre à faire du vélo, on vient miracle la pratique. Donc là, on s'intéresse à comment faire pour que les gens apprennent le mieux possible et le plus rapidement possible à contrôler ce système-là, pour que ça marche le mieux possible. Parce que pour l'instant, ça ne marche pas très bien, globalement. Et vous pensez que dans le futur, proche ou moins proche, ces applications elles pourront vraiment être mises en place autre part que juste dans des laboratoires? De plus en plus, il y a beaucoup de travaux de recherche actuels maintenant justement ont pour objectif de sortir des laboratoires, en fait, d'essayer de faire des systèmes qui soient plus robustes, plus pratiques et qui servent aux gens en pratique. Donc il y a des projets, par exemple on a été dans un projet avec des entreprises de jeux vidéo qui s'intéressaient à essayer de vraiment, avec Ubisoft par exemple, qui s'intéressaient à essayer de voir comment utiliser ça dans le futur. Donc ça reste à des stades préliminaires pour l'instant, mais c'est des choses qui intéressent les boîtes de jeux vidéo. Dans le domaine médical, il y a de plus en plus d'hôpitaux qui s'intéressent et des entreprises qui font des solutions pour les personnes paralysées. Ça intéresse. Donc, par exemple, on a déposé un projet européen avec des entreprises, avec des laboratoires et une entreprise aux Pays-Bas qui veut justement commercialiser des systèmes de BCI pour les personnes paralysées pour communiquer. Donc on peut espérer que ça va venir de plus en plus dans la vraie vie, on va dire, en dehors des laboratoires. Et en plus, on peut espérer aussi que si on arrive à avoir des meilleurs capteurs, parce que pour l'instant, les capteurs qu'on a nous donnent une mesure de l'activité cérébrale qui est quand même assez pourrie. Et donc, on peut espérer qu'avec des capteurs qui vont s'améliorer, on arrivera de plus en plus à faire des choses qui marchent, qui sont plus robustes, quoi. Et ça, vous pensez que d'ici combien d'années, à peu près, si vous avez des idées? Ça, c'est dur à évaluer. Des applications grand public, il y a déjà des casques grand public qui commencent à voir le jour. Par exemple, les casques EEG pour mesurer l'activité cérébrale. Ils ne sont pas de très bonne qualité, mais ça permet déjà d'avoir des applications assez simples, accessibles. Donc on peut imaginer que dans les 5 prochaines années, on va avoir de plus en plus d'applications grand public, et potentiellement aussi pour les personnes handicapées. Mais ça sera essentiellement, on va dire, des jouets pour le grand public et par contre pour les personnes paralysées, des vraies applications. Mais des vraies applications vraiment utiles pour le grand public qui n'est pas paralysé, je pense que ça sera plus longtemps probablement. Quoique, on verra, ça dépend. Mais bon, la vraie, c'est de la recherche. Ouais, voilà, exactement. Et donc, sinon, dans nos recherches, on a vu qu'il y avait différentes BCI, notamment qui utilisent des méthodes invasives et d'autres qui utilisent des méthodes non invasives. Donc, si vous pouviez nous en juste lister quelques-unes et donner un avis sur lesquelles, dans quel cas sont plutôt utilisées des invasives et des non invasives. D'accord. Donc en fait, dans les méthodes non invasives, il y a essentiellement l'EEG dont je parlais, donc on met des électrodes sur la tête pour mesurer des micro-courants électriques qui reflètent l'activité simultanée de millions de neurones en fait. Donc c'est ce qui est de très loin le plus utilisé, parce que c'est déjà non invasif, c'est portable, donc c'est-à-dire qu'on peut transporter le matos un peu partout. Ça donne une bonne résolution temporelle, c'est-à-dire qu'on peut mesurer l'activité cérébrale plusieurs centaines de fois par seconde, et c'est globalement pas très cher. Après, dans les méthodes non invasives, il y a d'autres techniques, par exemple l'IRM fonctionnel, que vous connaissez peut-être, qui mesure l'activité cérébrale sous forme de... qui mesure en fait le pourcentage, l'oxygénation du sang, en fait, parce qu'en fait, plus les neurones vont être actifs, en fait, plus ils vont consommer d'oxygène, donc en fait, on va voir que l'oxygène augmente dans les régions actives. Donc l'IRM fonctionnel peut mesurer ça, et dans tout le volume cérébral, contrairement à l'EEG qui va mesurer que la surface. Par contre, c'est très lent, ça mesure l'activité cérébrale peut-être une fois par seconde, voire moins, et ça coûte 1 million d'euros minimum. C'est pas du tout portable ni même transportable, donc là c'est vraiment pour des recherches fondamentales et pas vraiment pour des applications hors des laboratoires. Il y a la magnétoencéphalographie aussi, qui est aussi un système énorme qui coûte aussi 1 million d'euros et qui mesure l'activité sous forme de champ magnétique cette fois. Donc c'est un peu mieux en termes de qualité que ce qu'a l'EEG, mais par contre, pareil, c'est pas portable, etc. Un truc qui est intéressant dans les trucs portables et non invasifs, c'est le NIRS, la spectroscopie proche par infrarouge fonctionnelle, qui mesure aussi le taux d'oxygénation dans le sang, en fait, grâce à des capteurs qu'on pose sur le crâne et qui va émettre des différentes lumières, en fait, et en traversant le cerveau, en fait, la lumière, en revenant à d'autres capteurs, la longueur d'onde de la lumière
lumière en fait, doit avoir changé en fonction de la concentration d'oxygène dans le sang. Donc comme ça on peut mesurer aussi, pas dans tout le volume, mais dans une partie raisonnable du volume cérébral, quelles sont les régions actives. Donc ça c'est intéressant aussi. Et dans la technique invasive, il y a deux niveaux principaux. Soit juste en surface du cortex, c'est-à-dire donc c'est sous le crâne, c'est invasif. Par contre, c'est juste posé sur le cortex, c'est pas dans le cerveau, mais juste en surface du cerveau. C'est ce qu'on appelle l'électrocorticographie. Donc là, ça va mesurer l'activité de milliers de neurones. Donc déjà, c'est beaucoup mieux que le EEG parce que déjà c'est beaucoup moins bruité parce qu'on est plus à la source du signal. Et en plus, le EEG, ce qu'on mesure, c'est une espèce de bouillie de signaux parce qu'en fait, les signaux cérébraux, ce qu'on peut mesurer en surface, en fait, c'est les courants électriques qui vont avoir passé le crâne, la peau, etc. Et donc en fait, ils vont se diffuser et se répandre. Et donc en fait, ce qu'on mesure, c'est vraiment une version floue de ce qui se passe en dessous, quoi. Alors que quand on mesure directement en surface du cortex, déjà c'est beaucoup plus net l'image qu'on a des signaux. Et donc ça c'est pas mal utilisé aussi, enfin pas mal. Non, tout ce qui est invasif est très peu utilisé en fait de manière globale. C'est essentiellement utilisé vraiment que pour la recherche. L'électrocorticographie par exemple, c'est utilisé principalement sur des patients épileptiques qui ont des épilepsies très graves, qui ne peuvent pas être soignés par des médicaments. Et la seule solution pour soigner cette épilepsie, en fait, c'est d'enlever la partie du cerveau qui crée l'épilepsie. Donc les neurochirurgiens, en fait, indépendamment de toute recherche sur les BCI, ils vont essayer de localiser cette région du cerveau à enlever pour enlever la bonne et pour éviter qu'il y ait des séquelles, parce que quand même un bout du cerveau, c'est gênant. Donc du coup, ils vont mettre des grilles de capteurs sur le cortex de la personne pour tester quelles sont les bonnes régions cérébrales. Et du coup, il y a des chercheurs qui en profitent pour faire des expériences sur BCI lorsque les capteurs sont dans la tête de ces patients, parce que c'est temporaire, et pour faire des BCI basés sur l'électrocorticographie. Mais globalement, il y a très peu, ça arrive, mais il y a, par exemple à Grenoble, le CEA à Grenoble, ils commencent à implanter des patients avec ce genre de capteurs pour la recherche des patients paralysés. Donc ça, c'est pour les capteurs en surface du cortex, donc invasifs, et après on peut mettre carrément dans le cerveau. Donc là, c'est des capteurs qui sont beaucoup plus petits, c'est des grilles toutes petites d'électrodes qui vont mesurer l'activité de quelques neurones, 1, 2, 3 neurones, donc qui vont vraiment mesurer l'activité à la source dans une toute petite région du cerveau. Donc ça se fait beaucoup chez des singes, ou des souris. Chez les humains, il y en a quelques-uns qui ont été implantés, notamment aux États-Unis. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup ailleurs, mais c'est très peu de gens qui ont été implantés comme ça avec des capteurs pour la recherche, quoi. Oui. On imagine bien que pour un jeu vidéo, il vaut mieux pas implanter des électrodes dans la tête. Oui, effectivement. Après, il y a des gens, des joueurs assez hardcore pour qui il y a des études qui montrent que ça ne les dérangerait pas forcément en fait, d'avoir des capteurs dans le cerveau, si ça leur permet d'avoir une nouvelle expérience de jeu. Il faut savoir que ça paraît impressionnant comme ça, mais si on discute avec un neurochirurgien, pour eux, implanter des capteurs dans le cerveau, c'est aussi difficile que de faire un implant mammaire. C'est-à-dire que c'est pas difficile en fait, pour eux c'est facile. Donc ça paraît impressionnant comme ça, mais c'est peut-être pas si difficile que ça. Donc, peut-être dans le futur il y en aura plus. Mais pour l'instant, ça reste vraiment des cas de recherche très spécifiques, quoi. Et sinon, donc, au niveau de la recherche mondiale, la France, est-ce qu'elle occupe une place qui est importante ou est-ce qu'elle est en retard par rapport à d'autres pays? Alors on est parti en retard, on a recommencé très en retard. Après ça dépend par rapport à quel pays, tout est relatif, mais en gros la recherche en BCI a commencé essentiellement en Allemagne, Autriche et aux États-Unis dans les années 90. Enfin il y a le tout premier papier sur les BCI a été dans les années 70 je crois, aux États-Unis, mais par un chercheur français qui travaillait aux États-Unis. Et après il s'est en gros pas passé grand chose pendant 10-20 ans, et après ça a commencé à vraiment partir, donc là aux États-Unis avec un autre groupe, en Allemagne et en Autriche dans les années 90. Et après au début des années 2000, ça a commencé à vraiment grossir, et de plus en plus de pays, et même maintenant beaucoup plus de pays se lancent dans la recherche en BCI. Il y a de plus en plus de laboratoires qui s'intéressent à ça. Et donc en France, on a commencé en gros en 2005. Donc on était dans les premiers à commencer en France. Donc on était fièrement les pionniers de BCI en France, on avait 15 ans de retard sur le reste du monde. Et pas le reste du monde, mais sur d'autres grands pays développés, quoi. Et du coup maintenant, je pense qu'on a quand même rattrapé notre retard. Il y a pas mal de labos en France qui travaillent là-dessus. Donc on n'est pas les meilleurs du monde, mais on commence à être dans les bons labos, dans les pays où il se passe des choses en BCI, quoi. Et donc plus précisément à Bordeaux, vous disiez, c'est vraiment un des labos où c'est le plus développé? Pas forcément à Bordeaux, en fait, je dirais à INRIA en général, en fait. Parce
que INRIA, donc on a des centres de recherche à Bordeaux, Rennes, enfin parmi les 7 ou 8 en France. Et il y a 4 centres INRIA qui travaillent sur les BCI en France, au moins 4. Donc ça a commencé à Rennes. Moi, j'ai fait ma thèse à Rennes, c'est là que ça avait commencé. En fait, il y a eu le tout premier projet BCI en France à Rennes. Et après, maintenant, il y en a à Bordeaux, il y en a à Nancy et il y en a à Sophia Antipolis principalement. Donc en fait, tous ces 4 centres ont travaillé ensemble sur les BCI. On développe notamment la plateforme OpenVibe, qui est un logiciel open source de BCI qui est quand même pas mal connu maintenant dans le monde. Et voilà, donc Jack, c'est INRIA qui est plus actif en BCI, mais sachant qu'il n'y a pas que INRIA qu'en fait en France, il y a aussi le CEA, il y a l'INSERM notamment qu'en fait, le CNRS, le GIPS Lab à Grenoble, un petit peu Rouen, à Lille aussi, il y en a, donc il y en a de plus en plus qui se développent un peu partout. Bon, après, la question suivante, c'était jusqu'où peuvent se développer les BCI, mais vous y avez déjà un peu répondu au début, je pense. Et donc, nous, notre projet, c'est vraiment l'application des BCI pour les personnes victimes d'AVC, et notamment l'imagerie motrice. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vraiment l'imagerie motrice ça peut apporter une aide aux victimes d'AVC? Alors, je peux préciser que moi, j'ai jamais travaillé là-dessus, mais oui, j'ai déjà lu des papiers là-dessus et je connais des gens qui travaillent là-dessus, donc je peux en parler de ce que j'en sais. Mais donc en fait, le principe, c'est que les gens qui ont eu des AVC, des fois, il y a des lésions dans les aires motrices. Et donc, pour l'instant, ce qu'ils font, en fait, pour essayer de remédier à ça, c'est qu'ils leur font faire des exercices musculaires de tâches motrices réelles pour arriver à essayer de stimuler le cortex moteur, en fait, de façon à ce que le cerveau, qui est très plastique, en fait, se réorganise et essaye entre guillemets, de réparer la lésion qu'il y a eu. Et donc, ça, c'est très difficile au début, parce qu'au début, la personne est paralysée, donc elle n'arrive pas du tout à faire le mouvement. Et donc, du coup, on ne sait pas du tout si elle arrive à bien faire les tâches qu'il faut pour vraiment stimuler la partie du cortex qui est abîmée, en fait. Et donc, l'intérêt des BCI, c'est qu'on peut justement voir si la personne, dans son cerveau, est vraiment en train d'activer les aires motrices, elle est vraiment en train de faire la bonne tâche d'imagerie, donc en train vraiment d'imaginer et d'essayer de bouger son bras de façon à ce que ça stimule l'aire cérébrale qui correspond. Et on peut lui donner du feedback, c'est-à-dire qu'on peut regarder les signaux EEG, détecter quand la personne fait une tâche d'imagerie motrice et lui donner du feedback pour dire voilà, là c'est bien, tu as bien fait la tâche, pour qu'elle sache comment imaginer le mouvement ou comment essayer de bouger son bras de façon à ce que ça stimule la bonne région cérébrale et que ça fasse jouer la plasticité. Et donc ce feedback, il peut être fait par l'interaction sur un jeu, par exemple. Ça peut être ça, par exemple. Alors, il y a plusieurs trucs qui sont utilisés. Ça peut être donc une barre très simple qui indique quand c'est détecté ou pas. Ça peut être un jeu vidéo, effectivement. Ce qu'ils font aussi, par exemple, ça va être d'utiliser la 3D ou de la réalité virtuelle. Ils vont mettre, par exemple, les mains d'un patient sous une table. Il y aura un écran au-dessus, comme une tablette tactile, et sur lequel ils vont voir des mains en 3D. Et donc, en fait, quand le BCI détecte un mouvement imaginé de la main, il va bouger la main correspondante virtuelle. C'est que la personne va se voir. Il va voir les mains virtuelles à la place de ses mains, il va voir la main virtuelle bouger comme si c'était lui qui le faisait, sachant qu'il imagine qu'il bouge et donc il voit. Donc ça rétablit le lien en fait entre imaginer le mouvement et avoir l'impression de faire un mouvement, et donc comme ça stimule bien les bonnes régions du cerveau et apparemment ça aide à rééduquer les personnes. Ou alors ça peut être aussi en utilisant un bras robotique. Il y a beaucoup de travaux là-dessus, donc d'attacher le bras du patient à une orthèse, par exemple, mécanique ou robotique, qui va bouger lorsqu'elle détecte que la personne a imaginé un mouvement de la main. Donc, comme ça, en imaginant le mouvement ou en ayant l'intention de le faire, le BCI va bouger le bras, et donc du coup, c'est pareil, ça rétablit le lien en fait, entre l'action cérébrale et corticale et le mouvement de la main. Donc apparemment, ça aide effectivement à ce que les patients récupèrent de leur AVC. Après, vraiment, ils arrivent à une récupération des mouvements, ils peuvent vraiment les refaire. Alors, c'est pas complet, hein, mais il y a des améliorations en fait. Ils ont montré que par rapport à un groupe qui n'avait pas d'entraînement avec un BCI comme ça, ou par rapport des fois à un groupe qui était juste un robot, il semblerait que BCI plus robot, par exemple, ça donne de meilleures améliorations. Donc, c'est jamais parfait, hein, je ne retrouve pas forcément un mouvement complet, mais ça c'est déjà. Ils retrouvent pas mal de mobilité. Enfin, en fonction de ça, dépend des personnes aussi, quoi. Mais... Donc, on avait la question qui était quel type de protocole le BCI a été mis en place, si vous connaissez genre, des papiers qui sont sortis, vraiment des noms de personnes. Oui, alors il y a. C'était récemment, je crois que c'était la fin de l'année dernière, il y a eu le groupe de Niels Birbaumer à Tübingen, en Allemagne, qui ont fait une
étude assez intéressante. Et donc, je crois que le nom du papier du premier auteur, c'est Ander Ramos Murediglaye, quelque chose comme ça. Alors le nom est un peu compliqué, donc je ne pas la fin du mot, mais je pourrais vous le donner plus tard. Donc, je sais qu'eux travaillent là-dessus, ils ont fait un protocole qui est assez intéressant justement à base de BCI, imagerie motrice et bras robotiques. Ils ont montré effectivement que ça améliorait bien. Je ne connais pas les détails par cœur du protocole, mais c'est assez intéressant. Et je sais que j'ai des collègues à Singapour, parce que j'ai trouvé à Singapour qui s'intéressent aussi à ça. Donc ils sont intéressés aussi avec un bras robotique et de l'imagerie motrice à la réhabilitation pour les mains, pour des personnes qui sont paralysées des mains. Et là récemment ils sont intéressés, je ne connais pas trop les résultats, mais je sais qu'ils s'intéressent à la réhabilitation de personnes qui ont des problèmes pour avaler par exemple, suite aussi à un AVC ou juste comme ça. Et donc nous dans notre projet, on aimerait essayer de mettre en place un protocole entre guillemets en utilisant OpenVibe. Donc est-ce que vous auriez une proposition, des pistes à nous donner, comment faire le protocole ou imaginer un protocole qui peut correspondre à quelque chose d'utilisé dans les AVC, enfin, la réhabilitation des victimes d'AVC. Je pense après ça dépend du coup de l'équipement que vous avez aussi, quoi, mais typiquement on peut imaginer un truc assez simple avec un feedback en réalité virtuelle par exemple pour éviter d'avoir un robot, parce qu'un robot vous l'avoir, c'est compliqué. Mais déjà dans OpenVibe il y a ce qu'il faut pour faire de la détection d'imagerie motrice, et donc typiquement ce serait de s'inspirer des papiers par exemple utilisés par les laboratoires que je viens de mentionner pour avoir une séquence de tâches au moment de nos patients d'effectuer différentes tâches d'imagerie motrice à des instants précis qui vont être détectés dans les signaux cérébraux pour ensuite lui donner un feedback pour qu'il puisse vraiment voir comment faire la tâche d'imagerie motrice pour essayer de se réhabiliter, quoi. Donc il y a déjà des protocoles d'OpenVibe pour faire l'imagerie motrice, pas pour les patients AVC, mais je pense qu'il n'y a pas grand chose à modifier pour que ça puisse être adapté. D'accord. On arrive à la fin de nos questions. Donc, si vous avez... C'est bon. On vous remercie déjà. Merci beaucoup. Avec plaisir.